Imaginez, vous êtes l'un des pivots les plus cotés de la NBA, vous êtes free agent. Oui, il faut vraiment imaginer, faites un effort s'il vous plaît. Vous êtes chez vous posé au calme et vous venez d'accepter un contrat de 80 millions de dollars dans une nouvelle franchise. Forcément tout va bien, la vie est belle, les oiseaux chantent, le banquier aussi, mais là, plot twist, vos futurs ex-coéquipiers débarquent chez vous et vous séquestrent pour que vous reveniez sur votre décision. Ça serait fou, non? Eh bien sachez que cette histoire est bien réelle et pas du tout exagérée. Laissez-moi vous raconter comment et pourquoi, lors de l'été 2015, DeAndre Jordan a été kidnappé par ses propres coéquipiers. Avant de vous narrer cette histoire folle mais bel et bien vraie, on va faire une petite remise en perspective pour que vous soyez parfaitement plongé dans le contexte de l'époque. Commençons déjà par les Los Angeles Clippers. Créée en 1970, la franchise se nomme à l'origine les Buffalo Braves, avant de déménager à San Diego en 1978 pour enfin prendre le nom de Clippers. Nouveau déménagement en 1984 à Los Angeles et ce d'une manière assez rocambolesque, mais c'est un autre sujet qui mériterait une autre vidéo dédiée. La franchise californienne a été assimilée à la loose ultime et ce depuis quasiment sa création. Pourtant, des périodes d'embellie ont ramené de la hype sur l'équipe bleue et rouge. Il y a eu la période Buffalo Braves avec Bob McAdoo MVP, celle avec un retour en playoff avec Elton Brand, Sam Cassell, Chris Kaman, Cuttino Mobley et Corey Maggette, une équipe que j'aimais beaucoup au passage, et enfin, et surtout, la période Lob City. Après 4 saisons consécutives à 23, 19, 29 et 32 victoires, oui je sais ça fait pas beaucoup, l'équipe monte en puissance dès la saison 2011-2012 avec un retour en playoff après 2 participations seulement en 18 saisons. Ce retour sur le devant de la scène s'est fait par des choix de draft judicieux. DeAndre Jordan, coucou toi, en 2008, Blake Griffin en 2009 ou encore Eric Bledsoe et Al-Farouq Aminu en 2010. Mais également par des trades et signatures bien senties comme Chauncey Billups, Caron Butler, Paul Pierce, Jamal Crawford ou encore JJ Redick. Et surtout l'arrivée mouvementée, décidément c'est une habitude chez les Clippers, en 2011 de Chris Paul qui change radicalement le visage de la franchise. Avec ses plus flous aux commandes et des high flyers tels que Griffin et Jordan, l'équipe pratique un jeu offensif basé sur la transition qui se conclut souvent par des alley-oops dévastateurs, donnant ainsi le fameux surnom de Lob City à la franchise californienne. Les Clippers renouent avec le succès et retournent en playoff durant 6 saisons consécutives, sans pour autant dépasser le stade du second tour à l'ouest. Dites-vous même qu'en 2015, en demi-finale de conférence ouest, les Angelinos menaient 3-1 dans la série face aux Houston Rockets de James Harden et Dwight Howard. Et pourtant, les Clippers vont bel et bien blow a true run lead. Se faire tabasser par Dwight Howard en fin de prime, Josh Smith qui shoot à 40%, James Harden benché dans les moments chauds et Kevin McHale aux commandes, même presque 10 ans plus tard, j'arrive toujours pas à l'expliquer. Et arrive donc la fameuse Free Agency 2015, au cours de laquelle l'ami DeAndre Jordan est libre. Après 7 saisons à LA, le pivot se positionne comme un solide défenseur avec 2 titres de meilleur rebondeur, une All Defensive First Team et une All NBA First Team, pour des moyennes de 11 points, 15 rebonds et 2 contres par match sur la saison 2014-2015. Il devient évidemment la cible de nombreuses équipes, dont les Dallas Mavericks, pour lesquelles il donnera son accord verbal, très important pour la suite, pour un contrat de 80 millions de dollars sur 4 ans. Mais les Clippers ne l'entendent pas de cette oreille et décident de monter une opération digne de la Casa de Papel pour convaincre leur pivot de rester dans la Cité des Anges. Car oui, officiellement Jordan n'a pas signé avec les Mavs et n'a donné son accord que verbalement dans le cadre du moratoire avant l'ouverture officielle de la Free Agency. Jordan passe d'ailleurs une semaine à LA en compagnie de Chandler Parsons, ailier des Mavericks et braqueur invétéré, les vrais auront la ref, et ce dernier arrive à convaincre le pivot de rejoindre les Mavs qui lui promettent un rôle à la Dwight Howard plutôt qu'un rôle d'éboueur de luxe à LA. Et c'est à ce moment-là que le pivot donne son accord verbal aux Mavs. Mark Cuban, le proprio des Mavericks, prendra également une prime de 25 000 $ pour avoir fait du tampering à la radio vis-à-vis de l'intérieur. Comme quoi les Mavs ont tout mis en place pour s'accaparer DJ. Et à moins de 24 heures de l'ouverture du mercato, les représentants de Mark Cuban décident de se rendre chez Jordan à Houston afin de finaliser l'affaire. Et il faut savoir que les rumeurs vont bon train en NBA durant cette période, notamment via les insiders Adrian Wojnarowski et Shams Charania, qui sont même au courant de certains deals avant les joueurs concernés eux-mêmes. Les Clippers sont donc bien au courant que DeAndre a accepté de manière informelle le deal, mais ce qui va déclencher tout ce joyeux bordel, c'est ce tweet de Chandler Parsons. Et là vous vous dites, j'ai sérieux le catch avec ces smileys là? Ce à quoi je vous réponds, oui mon petit.
Parce qu'à la base, l'intéressé a juste tweeté ça parce qu'il prenait un vol de Los Angeles vers Las Vegas pour rejoindre sa copine, en tout cas dans la version officielle. Et sans le savoir, l'ailier des Mavs déclenche la guerre des emojis sur feu Twitter, où l'on peut voir des membres des Clippers poster des emojis de voyage de manière très énigmatique tour à tour. D'ailleurs, cette histoire me fait toujours rigoler quand je repense à Paul Pierce qui a tweeté une image d'un emoji, non l'emoji lui-même. Quel boomer avant l'heure celui-ci. À ce moment-là, l'ami DeAndre était alors chez lui en famille à Houston, au calme, pépère, détendu du gland quoi. Je vous laisse donc imaginer sa surprise quand il a vu débarquer une délégation composée de Blake Griffin, Paul Pierce, JJ Redick, Doc Rivers son entraîneur, Steve Ballmer son propriétaire, et Chris Paul qui lui a écourté ses vacances en compagnie de LeBron James pour l'occasion. Mais si le fameux banana bot là, d'où l'emoji banane posté par le meneur. L'objectif de cette visite impromptue est simple, faire changer d'avis DeAndre Jordan et le convaincre de re-signer aux Clippers. Et pour ça, tous les moyens sont bons, même la séquestration. Blake Griffin bloque la porte d'entrée avec une chaise, ouais les verrous c'est surfait, afin que ni Jordan ne puisse sortir de chez lui, ni que des intervenants extérieurs débarquent. En parlant d'intervenants extérieurs, le président des Mavs apprend la nouvelle de la séquestration de Dre et décide donc de se rendre chez le pivot lui aussi, mais sans succès. C'est ce qu'on appelle se prendre un vent je crois. Et pendant un moment, on imagine tous Mark Cuban en train de péter un câble devant la porte de Jordan, c'est en tout cas le scoop rapporté par Chris Broussard. Mais la vérité est tout autre parce qu'en réalité, Cuban ne s'est jamais rendu à Houston et a même mis au défi Broussard de le prouver avec un don de 100 000 $ à une association de son choix en cas de réussite. Bon, comme c'était un gros mytho, Broussard a juste eu à s'excuser. Cuban n'a pas bougé de chez lui et les seules personnes à s'être rendues chez Jordan étaient ses représentants pour signer le deal dès l'ouverture de la Free Agency. Bon, c'est moins marrant, oui, mais au moins ça vous donne une idée du bordel ambiant qui s'est déroulé au cours de cette soirée hors du temps. Mais revenons désormais au petit comité qui tape l'incruste chez DeAndre. Les Clippers vont donc mettre la pression toute la journée à Jordan pour qu'il change d'avis et puisse signer chez eux lors de l'ouverture de la Free Agency. Bon, Blake, on t'aime bien, mais peut-être que t'abuses un peu là, non? Je disais donc, ah oui, le fameux coup de pression. Eh bien, rien de fou en effet, hormis la séquestration, mais c'est un point de détail de l'histoire, n'est-ce pas? Puisque les protagonistes vont tout simplement échanger au cours d'une courte mais intense réunion, jusqu'à ce que Jordan change d'avis. La suite de la soirée? Des siestes, des parties de cartes, de la dégustation de poulet jusqu'à minuit 01 pétante, avant de rendre sa re-signature aux Clippers officielle. Rien de bien fou au final. Ah si, 87 millions de $ sur 4 ans. Quand même. C'est ainsi que se termine l'une des nuits les plus folles de l'histoire de la Grande Ligue. Une nuit qui n'aura pas été sans conséquences, surtout pour les Dallas Mavericks. Sans plan B, les Mavs se retrouvent en galère et doivent bricoler avec Zaza Pachulia, Wes Matthews et Deron Williams. Sens au niveau du Jazz malheureusement. Pour construire leur effectif. Autant vous dire que c'était plutôt complicado. Côté Clippers, l'équipe retourne encore 2 fois en playoff pour en sortir 2 fois au premier tour. DeAndre Jordan sera élu All-Star et dans la All-NBA First Team. Avant de signer en 2018 en tant que free agent aux Dallas Mavericks. Le pivot fera d'ailleurs référence à cet incident lors de sa signature aux Brooklyn Nets en 2019. What was that conversation? I mean, can you give a little bit of detail about that? I mean, it wasn't as exciting as me getting locked in my house a few years ago. Ah, ça en veut bien te croire, mon petit DeAndre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous avoir appris des choses sur cette nuit hallucinante. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Je vous dis à très bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo. À la prochaine l'équipe. Tchuss!